Bienvenue à Planète Terre, ici Jean-François Lisée. D'abord à l'émission L'Irak. 8 ans après l'invasion américaine, 1 an après le retrait de l'essentiel des troupes américaines, comment vit-on en Irak? Nous avons un collègue juriste, Harit Al-Dabag, qui est irakien d'origine, qui travaille ici à l'Université de Montréal et qui vient de faire un séjour dans sa patrie. Il va nous expliquer comment on vit au quotidien l'Irak post-américaine. Vous allez voir, c'est assez contrasté. Ensuite, nous allons parler de développement durable, mais nous allons en parler pour en critiquer les tenants et aboutissants. Les auteurs d'un livre récent affirment que ce concept de développement durable s'inscrit dans l'idée de croissance infinie et donc qu'elle n'est pas soutenable. Et ils vont nous parler de décroissance. Vous allez voir, c'est assez étonnant puisqu'on y accuse aussi les scientifiques de contribuer à cette croissance excessive dans l'organisation même de leurs recherches. Alors, c'est après notre entrevue sur l'Irak. Nous sommes de retour pour parler de l'Irak avec notre invité, Harit Al-Dabag. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre invitation. D'abord, on vous présente. Vous êtes chercheur postdoctoral ici à l'Université de Montréal au Centre de recherche en droit public. Vous êtes chargé de cours aussi. Vous avez publié, entre autres choses, récemment « Mariage mixte et conflit entre droit religieux et laïque » dans la revue critique de droit international privé. Vous êtes un spécialiste des constitutions du monde arabe, mais vous êtes aussi, avant d'avoir choisi de venir partager votre savoir avec nous, un citoyen né en Irak. Vous avez fait vos études là, vous avez pratiqué et enseigné le droit, et vous avez quitté l'Irak en 2000. Vous êtes retourné en 2004, c'est-à-dire juste après l'invasion américaine. Et là, vous venez d'y retourner, donc en 2011, et c'est pourquoi votre regard est très, très utile et très, très riche, puisque vous avez vu l'Irak au lendemain de l'invasion, et maintenant en 2011. Alors, je vais vous demander d'abord, je ne parlerai pas aux chercheurs, on y viendra, mais je vais d'abord parler aux citoyens qui retournent en Irak. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Écoutez, c'est très difficile en fait de parler de mon pays d'origine, de ma patrie qui est l'Irak, puisque c'est des drames en fait qui se sont déroulés depuis. Et puis un Irakien en fait qui est à l'étranger, qui est obligé en fait d'être expatrié en quelque sorte. Il a toujours de la mélancolie, toujours de cette tristesse en fait de ce qui s'est passé en Irak. Depuis, on se sent quand même l'orphelin en fait d'un pays qui avant était prospère, bien qu'il y a eu des épisodes où il y a la guerre et tout ça, mais au moins il y avait un État en fait qui était structuré, bien organisé, tout ça, avec des institutions, administration. Mais ce qui frappe, c'est qu'en Irak, depuis 2003, c'est en fait l'État s'est désintégré. Il y a tous les démantèlements en fait de l'administration, de l'armée, des institutions irakiennes. Et puis un effort de reconstruction qui n'a pas été qui n'a pas vraiment abouti et qui n'a pas vraiment été accompli ou voulu en fait. Donc il y avait des milliards de dollars qui ont été annoncés, mais finalement le résultat sur le terrain c'est quasi nul. Quasi nul. Oui, parce que quand je suis retourné pour voir un peu ce qui était fait depuis ces années-là, depuis 2004, donc j'ai vu que ma ville, qui est Mossoul, qui est la ville la plus cosmopolite en fait de l'Irak, la province de Ninive, où il y a plusieurs minorités, c'est une ville où se côtoient arabes, kurdes, chrétiens, yézidis, plusieurs petites autres minorités. Donc dans cette ville, j'ai l'impression, en fait, deux choses qui m'ont frappé. C'est d'abord que la ville s'est transformée en grand camp militaire. C'est-à-dire, il y a des convois militaires qui traversent en pleine ville, dans les rues, et, les avenues et tout ça, traversent en fait tous les jours, traversent à tout moment de la journée. C'est omniprésent. Encore aujourd'hui, en 2011, après la fin des combats, on a toujours l'impression de vivre une situation militarisée. Tout à fait. C'est un camp militaire presque. Les soldats sont omniprésents en fait, des soldats, des chars, des blindés, des Hummer en fait américains, là, des grands
véhicules. Puis, toutes les intersections, il y a un mirador, il y a des soldats en fait qui tiennent l'intersection, qui filtrent en fait les voitures. Les quartiers sont bloqués, il y a un seul point de passage, un seul point de sortie. Par quartier. Par quartier. Il faut montrer patte blanche en entrant et en sortant de chaque quartier. Tout à fait. Mais parce que c'est intéressant et un peu étonnant ce que vous nous racontez, parce qu'on a l'impression de l'extérieur qu'il y a eu une période extrêmement dure, 2005, 2006, 2007, où la sécurité était nulle, on pouvait sortir, etc. Et que depuis 2009, 2010, l'élection, le gouvernement qui a été établi en novembre dernier, le retrait d'une bonne partie des troupes américaines, le retour, on pense qu'il y a un retour de la sécurité. Est-ce qu'il y a militarisation et sécurité ou militarisation et insécurité? Ben écoutez, il y a en fait militarisation, ça c'est sûr, Oui. surtout dans les zones urbaines en fait, où il n'y avait pas avant de présence si forte en fait de l'armée. Mais en fait, la situation est relativement mieux qu'en 2005-2006. Parce qu'il y a eu un éclatement de la violence intercommunautaire. Puis, il y avait, je ne dirais pas une guerre civile, mais quasi-guerre civile entre sunnites et chiites après l'attentat en fait, contre le mausolée chiite de Samarra en Irak. Donc là, les gens, en fait, cet état-là des choses, c'est de passer en ce moment. Il y a de l'insécurité, mais c'est mieux qu'avant. Là, c'est plus des attaques contre les personnes, des assassinats ciblés, par pistolet avec silencieux, en fait. Donc, il n'y a pas les gros attentats, la voiture piégée avant. Et cette violence ciblée, elle est entre qui et qui? On ne sait pas. Il y a des gens qui sont visés de tout bord. Il y a des universitaires qui sont visés constamment. Il y a des professeurs. En fait, on a perdu beaucoup à l'université de Mossoul, à ma faculté, là où j'étais, à la faculté de droit de l'université de Mossoul. On a perdu 5 professeurs. Et pourquoi? Pourquoi aurait-il été visé? On ne sait pas vraiment. En fait, il y a plusieurs thèses. Il n'y a pas eu d'enquête sur ces meurtres-là. C'est-à-dire, là, quand le phénomène a pris de l'ampleur, le pouvoir a été dépassé, en fait, par l'ampleur des attaques contre les personnes et des assassinats et tout ça. Du coup, c'est que les gens, quand même, sont assez fatalistes. Donc, ils acceptent la présence militaire, mais au prix pour la sécurité, pour avoir un peu une semblance en fait de sécurité qui, je ne sais pas si si cette sécurité-là relative est due à la présence de l'armée dans les villes, mais des forces de sécurité aussi de présence massive. Mais je pense que c'est une entente entre les différentes factions et partis politiques irakiens, parce que chaque parti politique a ses milices en fait en quelque sorte, c'est des bras armés liés aux partis politiques. Et on parle de l'armée irakienne et des services de sécurité irakiens. Est-ce qu'on voit encore une présence militaire, une présence américaine? La présence américaine, en fait, les troupes américaines se sont retirées des villes, se sont massées, en fait, à l'extérieur, principalement pour assurer la sécurité des champs pétrolifères irakiens et dans les zones en fait qui sont des zones contestées entre le gouvernement central et la région kurde, le Kurdistan. Puis donc ils se sont là. Moi j'ai vu par exemple en allant de Mossoul à Erbil, il y a d'abord un premier checkpoint qui est gouvernement central, deuxième checkpoint c'est commun, c'est-à-dire entre les gouvernements centrales et le gouvernement du Kurdistan avec des Américains, c'est-à-dire tripartite. Ouais. Voilà. Puis, troisième checkpoint, c'était kurde. Donc, voilà, on passe les 3 checkpoints l'une après l'autre. Donc, c'est normalement 1h30, mais on peut mettre 4 heures, 5 heures pour traverser entre Mossoul et est-ce que Erbil. la situation, la différence est palpable entre la vie du côté kurde et la vie du côté non kurde? Bien sûr, parce que c'est depuis 1991, il faut le dire, que la région de Kurdistan, les 3 gouvernorats qui sont Duhok, Erbil et Süleymaniye,
Ces trois gouvernants sont depuis 91 en État, en fait, sont hors contrôle de l'État central. C'est-à-dire, ils sont dans un statut qui est autonome et ils gèrent, en fait, eux-mêmes, en fait, les régions gèrent elles-mêmes leurs affaires. Du coup, ils n'ont pas connu la guerre de 2003. C'était pas adressé, en fait, c'était une partie qui est détachée un peu à l'écart de ce qui s'est passé dans le reste de l'Irak. Du coup, on trouve voilà, une vie normale, quasi normale. Il y a la sécurité, il y a les gens dans les rues, il y a le marché qui est très abondant. Moi, j'ai circulé un peu. Je suis allé me promener dans les marchés à Erbil, dans les souks en fait traditionnels. On vend de tout. C'est très agréable. Alors revenons du côté non kurde de l'Irak. Est-ce que les gens maintenant ont accès à l'eau, à l'électricité, aux services de base? Très difficile, en fait, et très chaotique, parce qu'il y a un dysfonctionnement de l'administration. Ça, c'est reconnu partout, même le gouvernement. Il y a des protestations, des manifestations pour réclamer le service public, le retour du service public, pour réclamer, en fait, de travail, de l'emploi et tout ça. Mais par rapport à l'électricité, par exemple, ça ne tient que 3 heures, c'est-à-dire 3 heures d'électricité, 6 heures de coupure. Et ça, quotidiennement, là, on appelle de coupure programmée. C'est 3 heures d'alimentation, 3 heures de coupure d'électricité. Et on sait à quelle heure on va avoir l'électricité? Pas vraiment. On attend. On ne sait pas si ça va être pendant le match ou après le match. Oui. Pas vraiment. En fait, il y a des groupes électrogènes qui sont installés dans les quartiers, donc il faut s'abonner, avoir 5 ampères, en fait, on appelle ça d'électricité, c'est-à-dire là on paye un abonnement et puis on peut avoir sa propre appareil ou équipement en fait pour avoir de l'électricité. Donc du coup il faut agir en fait, l'État est tout à fait ou presque absent, et il faut vivre en autosuffisance. Alors c'est quand même extraordinaire parce que les milliards de dollars qui ont été dépensés pour la reconstruction visaient d'abord au rétablissement des services publics de base. Et là, vous me dites que non seulement ce n'est pas le cas, mais est-ce que c'est en train de se faire? Est-ce qu'on passe quartier par quartier qui ont maintenant l'électricité et l'eau, ou on ne le voit pas arriver? Non, on ne voit pas arriver. Il y a des promesses. En 2012, en 2015, en 2020, on ne sait pas. Le problème, là, ça dure depuis 91. Depuis 1991, il y avait la première guerre de Golfe, en fait, la guerre pour la libération de Koweït. Oui. Et là, il y avait en fait tous les bombardements qui ont détruit la quasi-totalité des centrales électriques irakiennes. Et du coup, on trouve en fait plus d'électricité depuis cette période. Il y a eu des périodes où, en fait, depuis cette date, il y a eu des périodes où ça allait mieux. Puis là, dégringolade, puis détérioration de la situation. Et puis on n'arrive pas à résoudre ce problème-là. Arrête Al-Dabag, le temps presse. Alors, rapidement, quelques questions. L'éducation, est-ce que les enfants vont à l'école? Les enfants vont à l'école. Très bien. Les filles vont à l'école? Les filles aussi vont à l'école. La situation est nuancée. Il faut nuancer un peu, en fait, entre les régions. C'est par région aussi d'Irak, dans le sud, dans le nord, ils vont à l'école, mais il y a beaucoup aussi de déscolarisation aussi des enfants, et ça, c'était souligné par plusieurs organisations que les enfants, en fait, qui vont pas à l'école, en état d'illettrisme, tout ça, qui vendent des cigarettes, en fait, dans les carrefours et dans les intersections. Et ça, c'est un recul du niveau d'éducation, parce que l'Irak avait un niveau d'éducation assez enviable dans la région. C'est ça, c'est un recul. Oui. Est-ce que la liberté religieuse est une réalité en Irak aujourd'hui? Les chrétiens, les juifs, les sunnites, les chiites peuvent vaquer à leur foi sans être inquiétés? Écoutez, il y a un décalage. Il y a les textes, il y a le contexte, il y a ce qui est sur le terrain, et puis il y a ce qui est dans le texte de la constitution irakienne qui garantit la liberté de la religion, de croyance, du culte, de pratiques religieuses, tout ça. Mais c'est des belles, en fait, énonciations. Il faut en fait les voir, en fait, est-ce que sont appliquées, en fait,
vraiment sur le terrain. Et là, on trouve la situation pour les minorités, c'est beaucoup détérioré en fait depuis 2003. Oui. C'est-à-dire les minorités en Irak vivent des jours difficiles, et très difficiles, puisqu'il y a la flambée en fait de la violence intercommunautaire et les minorités chrétiennes, yézidis, puis sabiens, en fait, ont été aussi entre, comment dire, le marteau et l'enclume pour Est-ce qu'ils ont leur lieu de culte? Est-ce qu'ils peuvent... Ils ont leur lieu de culte. Ça, c'était établi depuis des années, des siècles même, en fait, ce statut-là. Ils étaient reconnus juridiquement. 17 communautés religieuses pratiquaient librement la religion de manière générale. Et aujourd'hui, leur difficulté tient à quoi? La discrimination? Plus la sécurité. L'insécurité. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, il y a des persécutions. Il y a des gens qui sont expulsés de leur maison, et il y a des gens qui sont chassés, qui sont obligés de se déplacer dans des zones en fait plus homogènes chrétiennes, parce qu'il faut le dire qu'aucun quartier ni aucune ville en Irak n'est ni sunnite ou chiite 100% ou chrétienne par 100%, c'est tout mélangé. Ouais. Et puis il y a toujours majorité puis minorité, on trouve même dans les villes saintes, chiites, Karbala et Najaf, on trouve des minorités sunnites, chrétiennes, même à l'époque aussi juives. Alors, une dernière question générale. Est-ce que vous avez trouvé chez vos compatriotes irakiens, est-ce qu'ils sont fatalistes ou est-ce qu'ils ont quand même l'espoir que ça va s'améliorer? Ils sont résignés. Harit El-Dabag, chercheur postdoctoral ici en droit à l'Université de Montréal, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous avez pensé à une plage musicale pour terminer notre entretien? J'ai pensé justement à une grande chanteuse, la grande chanteuse irakienne en fait des années 30, 40, 50, c'est Salima Mourad, et c'est une chanteuse juive irakienne qui est née en 1905, décédée en 1974 en Irak, à Bagdad. Et elle chante pour nous sur les berges de Tigre. Elle parle là, en fait, de la beauté des berges de Tigre aux aurores. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on termine en musique sur les berges du Tigre. De retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium, ici Jean-François Lisée, et on parle de décroissance ou de développement durable avec mes deux invités, Yves-Marie Abraham, merci d'être là, et Hervé Philippe, Bonjour. merci d'être là. Donc, avec votre collègue Louis Marion, vous avez publié ce livre « Décroissance versus développement durable, débat pour la suite du monde ». Je vous présente plus complètement. Yves-Marie Abraham, vous êtes professeur à HEC à Montréal. Vous enseignez la sociologie de l'entreprise et vos recherches portent sur la sociologie de l'économie. Hervé Philippe, vous êtes professeur au département de biochimie de l'Université de Montréal et vous êtes un expert internationalement reconnu dans la reconstruction de l'histoire de la biodiversité. Et votre collègue, le troisième larron qui a participé à l'élaboration de ce livre, qui découle d'un colloque, Louis Marion, philosophe, essayiste, conférencier, membre de plusieurs collectifs, groupe de recherche d'intérêt public de l'UQAM. Alors, j'ai lu ça avec intérêt. Et d'abord, vous faites une distinction entre développement durable, décroissance soutenable. Vous, dans votre introduction, vous essayez de faire une typologie de l'ensemble des discours qui sont avancés. Et finalement, vous nous dites que ceux qui se font les promoteurs du développement durable sont dans une catégorie plus générale, celle de la croissance, qui, presque par définition, ne peut pas être durable. Alors, expliquez-nous ça. Donc je me lance effectivement dès le départ des réflexions sur le développement durable. Il n'a pas été question de remettre en question la croissance. Donc ça fait partie des éléments d'un développement durable. Il faut continuer à assurer la croissance.
Alors après, il faut aménager des choses. Il y a un travail de conciliation qui est proposé entre l'économique, l'écologique et le social. Mais pas question donc d'interroger l'évidence de la croissance. Alors ce que fait le mouvement, parce qu'on peut parler de mouvement aujourd'hui en faveur de la décroissance, c'est justement de questionner, c'est-à-dire non, il faut absolument rompre avec l'impératif de la croissance. C'est ce qui nous conduit aujourd'hui dans un mur, dans un gouffre. Enfin là, on peut prendre toutes sortes d'images. C'est ça qu'il s'agit de remettre en question. Pour des raisons d'abord assez évidentes. Une croissance infinie dans un monde fini, c'est a priori impossible, et notre monde est bel et bien fini. Donc c'est la première chose qu'on vient rappeler en défendant cette idée. Donc, le livre est un procès du développement durable pour une grande part. Le développement durable, ça n'existe pas. Ça peut être une façon d'appréhender la transformation du réel, un processus, mais en tout cas, à partir du moment où donc, le livre se place dans le postulat que la croissance a déjà atteint ou est sur le point d'atteindre la limite possible d'utilisation des ressources, et que donc, il faut changer complètement de paradigme et parler plutôt de décroissance. Mais lorsqu'on parle de décroissance, il y a plusieurs... d'abord, ça fait très peur, hein, comme idée, la décroissance. Et vous, Hervé Philippe, vous dites, dans votre texte, il y a des extrémistes, effectivement. Et les extrémistes, ce sont ceux qui prônent la croissance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus extrémiste que d'imaginer une croissance infinie. Est-ce qu'on envisagerait facilement qu'une population d'un quelconque animal puisse avoir une croissance infinie sur Terre? Non, on sait très bien que ce n'est pas possible. C'est clairement avoir quelque chose d'extrême. Est-ce qu'on peut réellement penser qu'on va avoir une croissance infinie d'activité économique? Est-ce qu'on pense que dans une journée de 24 heures, on peut avoir une activité économique qui va continuer à croître tout le temps? C'est clairement quelque chose qui est complètement extrémiste. Je pense que cette approche de la décroissance, c'est surtout dire arrêtez cet extrémisme-là et reposez-vous les questions de manière beaucoup plus modérée. Même si le mot fait peur, le mot décroissance fait peur, en fait c'est très grave qu'il fasse peur, parce que qu'est-ce qu'il y a d'apeurant dans décroissance quand on y réfléchit bien? Il y a d'apeurant que une chute de niveau de vie, pas autant de liberté, pas pouvoir prendre sa voiture. Vous faites le calcul que puisque ça a pris 200 millions d'années à la Terre à produire le pétrole, normalement, il faudrait 200 millions d'années à le consommer, et que ça voudrait dire qu'au lieu de faire 200 km par année en moyenne, on pourrait faire 2 mètres par année en moyenne avec sa voiture. Alors oui, ça fait peur à tous ceux qui utilisent leur voiture. Oui, mais justement, ce qui est... c'est bien une démonstration qu'en fait, on a perdu notre liberté, puisqu'on est devenu complètement dépendant de notre voiture, par exemple. Et ça, c'est pour moi très apeurant. Le fait que l'idée de décroissance fasse peur. On a été capable de vivre l'humanité pendant des centaines de milliers d'années sans avoir tous ces outils technologiques. Et il n'est pas du tout clair, et ça c'est certainement un sujet de débat, que tous ces outils technologiques améliorent notre vie. Et je pense que le fait qu'il y ait autant de dépression, de suicides dans les sociétés qui ont autant de dépendance technologique, et donc d'absence de liberté, est un indicateur que la situation actuelle n'est pas si bonne que ça. Donc on ne devrait pas avoir peur, en toute logique, de la décroissance. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est apeurant, et que c'est effectivement un des facteurs limitants dans la propagation des idées de la décroissance, c'est qu'on est tellement dépendant, mais sans s'en rendre compte, de toutes ces contraintes technologiques, qu'on a peur de devoir s'en débarrasser. Mais je peux vous garantir, pour avoir vécu l'expérience moi-même en arrivant au Québec et de ne pas avoir de voiture depuis que je suis au Québec, la liberté que ça m'a conféré de ne pas avoir de voiture personnelle, je ne veux pas dire que je n'en sers jamais, mais je n'ai plus de voiture personnelle, et ça m'apporte un confort et une liberté que je n'aurais pas imaginé quand j'ai décidé de ne pas avoir de voiture. Question personnelle et pratique, combien avez-vous d'enfants? J'ai 2 enfants. Bon, bonne réponse. Est-ce que il y a cette question de limite, et puis je me mets volontairement dans votre cadre. Je ne vais pas débattre avec vous de la question si oui ou non il y a des limites, il y a des contre-arguments que vous connaissez comme moi, mais on se met dans ce cadre-là, et vous écrivez et vos auteurs écrivent que, en fait, l'idée qu'il n'y a pas de limite
à la croissance, à la consommation et même à la recherche scientifique. C'est l'idée qui sous-tend donc toute l'idéologie de la croissance, mais c'est une idée qui n'est pas, qui n'est pas très ancienne, qu'avant l'ère industrielle, l'idée de la limite faisait partie de notre vision du monde. Expliquez ça un peu. Absolument. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs auteurs qui se positionnent là-dessus et qui donneraient pas forcément les mêmes échelles de temps, mais ils s'accordent sur une chose, c'est que ce croissancisme-là, il est associé sur le plan idéologique, sur le plan imaginaire, sur le plan anthropologique, à la modernité occidentale. Ça, je crois que c'est quelque chose sur laquelle on est d'accord. Certains vont remonter jusqu'à la Grèce antique pour montrer quand même certains liens entre cette idéologie croissanciste. Mais en général, bon, on va quand même ramener ça au temps moderne. Et donc, avant, comment est-ce qu'on pensait qu'il y avait des limites? Comment ça s'exprimait dans notre façon de voir les écoutez, choses? moi, là, je vais caricaturer les choses, mais c'est ce qu'on apprend notamment en sociologie au départ. On oppose quand même la modernité à la tradition, à cette façon qu'on avait dans beaucoup de sociétés de valoriser non pas un futur proche ou plus ou moins lointain dans lequel justement il y aurait progrès, mais valoriser ce qui avait été fait par ceux qui nous avaient précédés. Je crois que la modernité, une de ses grandes caractéristiques, c'est de dire non, ce qui a précédé, on s'en débarrasse et on a mieux à faire, il faut qu'on progresse, c'est le grand idéal du progrès qui fait partie du problème évidemment et qu'il s'agit de réinterroger. Donc difficile de mettre tout le monde dans le même sac, mais l'idée de base c'est quand même que dans ces mondes-là, on allait valoriser ce qu'on avait fait auparavant parce que ça nous avait permis d'arriver jusque-là. Donc en termes de durabilité, puisque c'est un mot très, très à la mode, évidemment, on a énormément de sociétés avant la nôtre qui ont des sacrés enseignements à nous passer sur la durabilité, parce que le problème de la nôtre, c'est qu'elle est effectivement puissante, mais elle apparaît de moins en moins durable à cause de ce problème. Certains auteurs disent aussi que l'existence de Dieu comme un facteur structurant des sociétés antérieures posait une limite. Donc, Dieu était infini, Dieu était sans limite, il n'était pas matériel. Mais donc, si Dieu était infini, il était la limite de l'homme. Et donc, l'homme était limité, puisque Dieu était limité. Moi, je pense qu'un des éléments clés dans l'idée qu'il n'y ait plus de limite, c'est, je pense, Descartes, quand il a voulu que l'homme devienne maître et possesseur de la nature, beaucoup plus explicite. Alors, on a des précurseurs à Descartes, je veux dire, c'était déjà dans la Bible, mais Descartes a vraiment été celui qui est allé plus loin et qui a, à mon avis, fixé l'essentiel de l'idéologie. Quand on devient maître et possesseur de la nature, quand on va la dominer, on n'a plus de limites. Puisque les limites qui étaient autrefois la nature, l'environnement, le fait qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, qu'il y avait des contraintes météorologiques, par exemple, sur lesquelles on n'avait pas le contrôle, ou sur les tremblements de terre, ou des choses qu'on ne contrôlait pas du tout. Maintenant, c'est quelque chose qu'on refuse. On veut contrôler les tremblements de terre, on veut les prédire, on veut contrôler les ouragans, etc. On ne veut plus subir ces événements qui sont plus forts que nous normalement. On se considère maintenant comme être capable de les maîtriser. Et il n'y a qu'à voir les projets de maîtrise du réchauffement climatique, où on envisage de mettre des panneaux dans l'espace, ou de jeter des particules dans l'atmosphère pour renvoyer les rayons solaires, etc. Pour essayer de retarder le réchauffement climatique. Mais là, je ne vais pas discuter des aspects scientifiques, mais juste l'aspect philosophique qui est derrière, c'est qu'on veut dominer et on s'estime capable de dominer. Donc c'est pour moi fondamentalement la fin des limites. Si on s'estime être capable de dominer tout ce qui nous entoure. Donc non seulement les autres hommes, mais aussi toute la nature. Évidemment, beaucoup d'auditeurs, et ma réaction, c'est de dire, heureusement, si on a foutu le bordel et qu'il y a le réchauffement climatique, heureusement qu'on a des façons d'essayer de faire marche arrière ou de nous donner quelques années de plus. Donc, je comprends que ça change notre vision du monde, mais puisqu'on y est, ce sont des outils dont nous avons besoin. Alors ça, là, il faudrait rentrer beaucoup plus dans les débats techniques sur si on pouvait le faire. Si on pouvait le faire. Le problème, c'est que l'expérience montre qu'à chaque fois qu'on s'engage dans des tentatives de dominer la nature et d'apporter des solutions qui pourraient améliorer la situation, à l'usage, on se rend compte que c'est pire que ce qu'on a fait avant. Je vais vous donner un exemple très simple relié au réchauffement climatique à propos du pétrole.
Le pétrole qui est considéré maintenant à cause du dioxyde de carbone qui émet comme une cause majeure de la dégradation de l'environnement, il y a environ un siècle, a été un facteur d'amélioration de l'environnement. Je peux vous citer au moins 2 exemples de ça. Le premier, c'est que le pétrole a sauvé les cétacés. Les cétacés? Oui. Pourquoi? Parce qu'on était en train d'exterminer les cétacés, en particulier les baleines, pour extraire leur huile pour faire l'éclairage. C'est ça. Et le pétrole a remplacé ça. Donc on a arrêté de chasser les baleines. Et deuxièmement, ça a réglé le problème du crottin de cheval à Londres. Et ça a réglé le problème du crottin de cheval, pas seulement à Londres, mais dans toutes les grandes villes occidentales. Donc clairement, c'était une amélioration à court terme. Donc moi, j'ai très peur que les solutions qu'on propose à l'avenir soient comme le pétrole et d'autres. J'ai pris l'exemple du pétrole, mais on peut en prendre beaucoup d'autres. C'est-à-dire que ça ait des conséquences qu'on ne soit pas capable de prédire. Tout simplement parce que notre connaissance du monde est très imparfaite et très probablement restera très imparfaite. Restons sur cet aspect donc, plutôt philosophique de notre vision du monde. Nos antécesseurs avaient une vision du monde limitée. Ça avait des avantages et des inconvénients. Nous, on a une vision du monde illimitée. Ça a des avantages et des inconvénients. Mais vous, Yves-Marie Abraham, vous dites qu'on commence à réintroduire dans notre façon de voir les choses des éléments des sociétés antérieures qui sont une indication que notre propre vision croissanciste n'est pas suffisante à comprendre le réel. Que voulez-vous dire? Ouais, je ne suis pas sûr d'aller aussi loin que ce que vous dites. En tout cas, j'essaye effectivement de souligner le fait qu'on questionne un peu ce que vient de décrire Hervé. Est-ce que donc un anthropologue français, Philippe Descola, appelle notre naturalisme, cette façon qu'on a effectivement de faire une distinction très nette entre l'être humain et tous les autres êtres vivants. L'être humain, donc on le dote d'un certain nombre de capacités, la volonté, l'intelligence, la réflexion, etc. Et les autres êtres vivants sont, en tout cas on postule qu'ils ils sont dénués de toutes ces capacités, et ils deviennent potentiellement, donc dans leur relation avec l'être humain, une ressource, un moyen au service des besoins de l'être humain. Donc ça c'est en résumé ce qui caractérise notre naturalisme et ce qui rend possible notamment l'agriculture industrielle, et l'industrialisation de notre monde dans une large mesure. Et c'est pas sans lien avec la position d'Alain Descartes que vient de rappeler. Vous dites que malgré ça, on parle aux plantes, on parle aux animaux. Oui. Ce que rappelle Descola, c'est de dire, écoutez, ça, dans l'histoire de l'humanité, c'est très très original comme vision du monde, comme ontologie, comme cosmologie, c'est extrêmement original. Donc il faut l'associer à notre modèle de société, c'est clair. Et il nous rappelle que si on fait le tour de l'histoire de l'humanité, si on regarde aujourd'hui encore dans d'autres sociétés, on a des humains qui envisagent leur rapport avec les non-humains d'une manière très différente, et notamment en posant souvent des relations d'égalité. C'est une égalité relative, mais quand même. C'est-à-dire qu'on ne va effectivement pas considérer que hiérarchiquement l'être humain est au-dessus d'un certain nombre d'animaux. Donc on va retrouver dans toutes sortes de religions, etc. Donc et ce qu'il nous dit, écoutez, ça nous paraît un peu fou que de poser une égalité entre nous et d'autres êtres vivants, qu'ils soient animaux ou plantes, mais regardez, en fait, on en est encore capable que d'entretenir des relations quasi égalitaires avec un chat, avec un chien, par exemple. Donc ça, c'est pour évoquer notre animisme, c'est-à-dire qu'on a une façon de prêter une âme à un certain nombre d'êtres vivants. Donc c'est pas si fou que ça. De la même façon, on a tendance à s'associer à des objets ou à des animaux. Ce serait des traces, des réminiscences d'une espèce de totémisme là, qu'on retrouve chez nous encore. Regardez, je ne sais pas ce qui se passe quand le Canadien fait les séries. Regardez ces gens qui deviennent fous, littéralement fous. Puis j'en fais partie à l'occasion. Tout simplement de regarder un spectacle. Donc il y a une association incroyable donc à des objets, les drapeaux du Canadien, à des gens qui sont pourtant des millionnaires qui sont à 1000 lieues d'eux, etc. Et pourtant, on se sent faire partie d'une même communauté. Donc, là, c'est du totémisme tout à fait banal. Donc, c'est encore très présent chez nous. Hervé Philippe, vous avez pensé à une plage musicale pour nous. Laquelle et pourquoi? Donc, c'est une chanson des Cowboys Fringants, si la vie vous intéresse, parce que je pense qu'elle décrit assez bien l'état de notre société. J'estime assez proche des idées de la décroissance, mais justement, je pense qu'ils se sont arrêtés avant de rentrer dans la décroissance parce qu'ils en avaient peur. Et je pense que c'est un petit peu symptomatique des Cowboys Fringants qui font une assez bonne description de la société, mais qui vont
pas aussi loin que nous. Donc je pense que c'est une bonne première étape. Hervé Philippe, on va écouter ça et ensuite on va revenir avec vous parce que vous allez assez loin dans votre texte. Vous parlez des scientifiques comme étant les extrémistes de la croissance. Alors, on écoute grâce à vous les Cowboys fringants, si la vie vous intéresse. Je joue la game jusqu'au bout, je travaillerai pour faire des bidous, je peux flasher et péter de la boue, je suis un triste humain du 21e siècle. Pose pas de questions, tout est correct. Même si je sais que tout va de travers, que la moitié de mon salaire sert à gagner le cash nécessaire, qu'il me faut simplement pour aller travailler. Je ferme les yeux, je veux pas y penser. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Ici Jean-François Lisée. On parle de décroissance versus développement durable, un livre qui vient d'être publié à Éco-Société. Et j'ai deux des co-éditeurs et auteurs de certains textes avec moi, Yves-Marie Abraham des HEC et Hervé Philippe de l'Université de Montréal du département de biochimie. Hervé Philippe, vous signez un texte assez étonnant sur le rôle et la responsabilité de la recherche scientifique dans cette idée de croissance infinie. Vous écrivez « Les scientifiques sont-ils des extrémistes de la croissance ?» et vous racontez une anecdote, un calcul extrêmement intéressant. Vous dites, bon, on dit souvent, au moins les scientifiques, l'économie du savoir, c'est pas une économie qui pollue, et si le monde va vers une économie du savoir, ce sera un monde moins énergivore et moins vorace en ressources. Et j'ai calculé les émissions de gaz à effet de serre dues à ma propre activité de recherche en une seule année. L'utilisation de mes 16 ordinateurs, vous avez 16 ordinateurs quand même, bon. L'utilisation de mes 16 ordinateurs a produit 19 tonnes de CO2, leur climatisation au moins 10 tonnes, et ma participation à des conférences internationales, évidemment vous êtes allé en avion, 15 tonnes. Mon activité théoricienne, une activité immatérielle, qui d'après les tenants du développement durable est une activité d'avenir, propre et non polluante, a libéré au moins 44 tonnes de CO2 en un an, ce qui est 10 fois la moyenne mondiale. Et là, vous tournez, ayant fait votre mea culpa, vers vos collègues du CERN, le grand collisionneur de Hadron à Genève, et vous dites qu'ils consomment autant d'électricité que 500 000 habitants de Genève. En fait, quelques milliers de physiciens utilisent autant de ressources électriques que quelques millions de riches occidentaux. C'est terrible. C'est terrible, mais c'est la réalité. Et les chiffres de 500 000, par exemple, c'est pas moi qui ai dit, c'est le CERN qui indique sur son site web. Donc, non, c'est clairement qu'on a une mauvaise vision souvent à l'extérieur de ce que c'est que la recherche scientifique. Alors, je tiens bien à préciser que c'est la recherche scientifique surtout expérimentale, parce que c'est sûr que quand il s'agit de sciences humaines, l'empreinte est quand même beaucoup plus limitée. Les sociologues, etc., oui. Les voyages en avion sont quand même pas du tout négligeables, mais tout aspect expérimental n'est pas présent ou est beaucoup moindre. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, la nécessité des ressources dont on a besoin pour la recherche scientifique en sens expérimental. Et c'est tout simplement parce qu'on ne réfléchit pas assez à la manière dont la science expérimentale fonctionne. La science expérimentale fonctionne en devant faire des expériences de plus en plus nombreuses et de plus en plus précises pour acquérir des informations sur le monde qui nous entoure. Donc en fait, de savoir comment le monde qui nous entoure répond à nos sollicitations. Et à partir de ces expériences-là, de faire des modèles, donc des modèles mathématiques qui vont permettre d'intégrer toutes ces observations. Et bien sûr, pour faire ces modèles mathématiques, on peut commencer comme l'avait fait Newton avec un crayon et une feuille. Et une pomme. Une pomme aussi, mais c'est pas comme ça qu'il a résolu ces équations quand même. C'est ce que j'ai eu dans le pilote pourtant. Et ce que l'on fait maintenant, bien évidemment, c'est d'utiliser des ordinateurs, ce qui nous donne beaucoup plus de puissance de modélisation. On peut développer des modèles beaucoup plus sophistiqués et qui représentent beaucoup mieux le monde que juste avec un papier et un Mais crayon. au-delà de cette consommation d'énergie pour faire la recherche, donc vous cassez un mythe, vous dites que la recherche consomme plus d'énergie que la moyenne des autres activités. Bon, donc ne pensez pas que le monde du savoir sera un monde qui va alléger notre empreinte écologique. Vous dites en fait, les scientifiques portent une partie de la responsabilité de la croissance infinie. Et qu'en fait, ils sont même les précurseurs et d'abord là-dessus. Oui, alors ça c'est une interrogation que j'ai eue depuis pas mal d'années, de me demander d'où pouvait venir cette idée de croissance infinie.
D'autant plus que quand on lit des textes du 19e siècle, en particulier d'économistes, l'idée de croissance infinie n'y était pas. Si on lit Stuart Mill dit très rapidement il faut penser à un état stationnaire, on ne va pas pouvoir croître de manière infinie. Et donc je me suis demandé comment cette idée de croissance c'était l'idée de Malthus, le fait que Malthus a eu tort en disant il est impossible de nourrir la croissance exponentielle de la population, et ensuite il a eu tort, ça a causé beaucoup de tort à cette idée des limites, non? D'abord, c'est pas sûr que Malthus ait eu tort, parce que là, je suis obligé de parler en évolutionniste. L'échelle de temps avec laquelle on regarde, 200 ans, n'est pas une échelle de temps adéquate. Il faut regarder en centaines de milliers d'années, voire en millions d'années. Donc on verra dans 1 million d'années si Malthus avait raison ou tort. Je ne suis pas sûr qu'il avait tort. Mais comme Galbraith disait, à long terme, nous sommes tous morts. Oui, mais... Donc, c'est surtout que l'idée de croissance infinie, c'est pas uniquement une croissance infinie de la population, c'est une croissance infinie de toutes les activités. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour l'homme. C'est-à-dire que si on regarde ce que les êtres humains font si on ne les met pas dans des contraintes très fortes, c'est de ne pas hésiter de prendre des pauses, de ne rien faire, et pas chercher à avoir un maximum d'activités. C'est vraiment quelque chose de très moderne, de vouloir tout le temps avoir des activités, et de même transformer ses loisirs en une course au plus grand nombre d'activités, et de ne pas concevoir qu'on pourrait prendre des vacances et ne rien faire pendant ces vacances. C'est quelque chose qui nous choque, nous, modernes, mais qui est tout à fait normal chez les gens. On peut citer l'exemple que donnait Pierre Rabhi l'année dernière quand il est venu à Montréal. C'est l'exemple de mineurs en Algérie qui partaient travailler dans la mine, et puis qui, une fois qu'ils avaient gagné suffisamment d'argent, rentraient chez eux et ne retournaient travailler à la mine que quand ils avaient tout dépensé. Et ils ne faisaient rien entre les deux. Et les Occidentaux et les Français, à l'époque, ne comprenaient pas pourquoi. Donc c'était vraiment cette idée de croissance infinie et pas évidente à comprendre. Mais les Français, eux, comme les autres Occidentaux, travaillent énormément toute leur vie pour pouvoir ensuite aller en Algérie et ne rien faire pendant leur retraite. C'est simplement une allocation différente du temps. Je ne suis pas sûr, parce que même les retraités français cherchent à avoir des activités, parce que la notion même d'inactivité c'est une boutade. est mal vue. Je vous remets sur votre thème. J'essaie de vous en faire dérailler, mais vous résistez. Et vous dites, en fait, une des solutions serait de... il y a un moment où vous dites de... Je vais le trouver là, parce que c'est assez étonnant. Voilà, vous dites qu'il faudrait cesser la recherche scientifique. Et ensuite, vous dites, cesser, c'est-à-dire, voilà des arguments pour arrêter la recherche scientifique. Et ensuite, je propose d'envisager une décroissance de la recherche scientifique. Alors, je vais peut-être revenir un petit peu sur la notion de l'origine de la croissance infinie, parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour répondre à la deuxième partie. D'accord. C'est que la seule chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que la croissance infinie du savoir est quelque chose de bien. Essayez de trouver des gens qui considèrent qu'on ne doit pas chercher la cause de telle maladie. Vous êtes le premier que je vois qui dit quelque chose d'approchant. Donc, c'est clairement quelque chose qui a été universellement accepté, qui pouvait avoir une croissance infinie de quelque chose, et la croissance infinie du savoir. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui a mis du temps à s'accepter. Si on revient d'un point de vue historique, c'est pas du tout quelque chose qui a été accepté par les sociétés occidentales facilement. Au XIXe siècle, il y avait beaucoup d'opposants à la recherche scientifique. Simplement, les partisans de la recherche scientifique ont gagné à partir du XXe siècle. Oui, mais c'était des rétrogrades de religieux disant non, ça appartient à Dieu, il ne faut pas savoir ça. Non, les arguments étaient déjà plus sophistiqués. Alors, j'ai pas forcément une connaissance suffisante. J'ai lu quelques ouvrages là-dessus et les arguments étaient quand même plus sophistiqués que ça. Okay. En particulier, commencer à mettre en avant l'idée qu'on ne pourrait pas maîtriser le savoir qu'on générerait et qu'on pourrait mal utiliser, etc. Donc, il y avait quand même déjà des idées plus avancées qu'uniquement être rétrograde. C'était pas uniquement du passé, mais c'est effectivement comme ça qu'on a réécrit l'histoire, en les présentant tous comme des rétrogrades. Mais je pense qu'il est extrêmement intéressant de retourner voir ces textes. Donc, je pense que ça pose réellement un problème de se dire, on a une croissance infinie du savoir, et on sait que pour améliorer notre savoir, il faut de plus en plus de ressources. Donc, si on se trouve face à cette situation-là, comme on vit dans un monde fini, on sait très bien que ça ne pourra pas durer. Donc, ce que je propose, c'est de dire, posons la question, est-ce qu'il faut continuer
il y a la recherche scientifique, tout au moins dans toutes les directions telles qu'on fait actuellement. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se dire, qu'est-ce qu'on a encore besoin de savoir ? Est-ce qu'on a besoin de dépenser tant d'énergie et tant de matières premières pour acquérir tel savoir ? Est-ce qu'on pourra utiliser tel savoir correctement ? Est-ce qu'il n'y a pas des savoirs qu'on connaît déjà, qu'on n'utilise pas correctement, etc. Donc, le point que je défends sur la décroissance de la recherche scientifique, c'est de vraiment poser la question de fixer des limites de la recherche scientifique. C'est pas forcément de dire qu'il faut retourner à un obscurantisme. Je comprends bien qu'on que ce serait connaîtrait lié plus au rien. développement d'une science de la décroissance. Mais vous êtes conscient que cette discussion est intéressante, mais je ne vois pas comment elle pourrait s'opérationnaliser. Je suis relativement d'accord, mais comme vous dites que je suis premier à proposer ça, C'est vrai. je n'ai pas la prétention... On n'a pas encore trouvé comment le faire. Je Donc, n'ai pas la il prétention faut à plus pouvoir- de recherche sur ce point. Il faut plus de recherche ou plus de réflexion, Oui. peut-être pas de recherche expérimentale, mais Oui. plus de réflexion sur la question, effectivement. Et ça nous mène donc à la difficulté de la décroissance, parce que on est dans un système de croissance, c'est clair. Tout est organisé pour la croissance. On peut accepter l'idée qu'on va dans le mur avec la croissance. Et là, dans les textes que vous avez, il y a deux perspectives de décroissance. La première, c'est l'effondrement. C'est que ça ne sera pas organisé, la décroissance. Il y a un auteur qui dit, peut-être qu'il y a 40 ans, au moment du Club de Rome, si on avait pris un certain nombre de mesures, on aurait pu trouver une piste. Mais là, c'est trop tard. Donc, il y a la première théorie qui est celle de l'effondrement et l'autre théorie qui est celle de la décroissance soutenable. Parlez-nous un peu de ça. Ouais, alors, en fait, les auteurs qui abordent la question de l'effondrement se servent de leurs travaux et de leurs lectures sur cet effondrement là, de plus en plus probable pour faire valoir l'idée de décroissance soutenable, en disant c'est en ce sens que le projet d'un développement durable doit être abandonné, il est trop tard. Éventuellement, il y a 40 ans, il y a 50 ans, peut-être que ça avait encore du sens, que ça aurait eu un effet si on avait pris au sérieux et mis en œuvre sérieusement ce projet, peut-être. Pour eux, aujourd'hui, il est vraiment trop tard, d'où la nécessité d'essayer d'anticiper un peu cet effondrement par ce projet de décroissance, qu'on peut aussi définir autrement, qui est par un effort de sobriété, donc assez radical, mais fondamentalement, c'est ce mot qu'il faut faire valoir et qui fait beaucoup moins peur que celui de décroissance. Le mot décroissance fait peur dans un monde croissanciste, oui, parce qu'il vient vraiment, c'est un mot iconoclaste, c'est un mot qui vient frapper, on parle d'un mot obus, qui vient pulvériser cette évidence de la croissance qui est au centre de notre monde. Donc, alors comment maintenant s'engager sur la voie de cette décroissance soutenable? Il y a quantité de débats, quantité de discussions, quantité de propositions. Il y a, il faut le souligner, un certain nombre de propositions qui sont formulées par des tenants du développement durable avec lesquels on va être d'accord. Par exemple, développer du transport collectif, ça nous paraît être une des dimensions importantes d'une transition vers une société plus sobre. Et on va tomber d'accord avec des partisans du développement durable. Mais il semble que le point essentiel, le déclencheur de la discussion, s'il y en a une, ou de l'effondrement, s'il y en a une, c'est le choc pétrolier. C'est lorsqu'on va arriver, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 15 ans, à des prix astronomiques du pétrole parce qu'on va être en décroissance, on en consomme plus qu'on en trouve. Là, les prix vont provoquer un changement. Et là, il y a un auteur qui dit, en citant Price, qui est un auteur américain ou britannique, qui dit « On peut prévoir qu'un effondrement de la population humaine sur Terre ne pourra être retardé au-delà de quelques années. Quelques auteurs comme Price prévoient aussi que cet effondrement impliquera la fin de la civilisation et non seulement un passage à une échelle inférieure soutenable. » Bon, il ne dit pas que tous les humains vont mourir, mais que la civilisation va se terminer. Pourquoi? Parce que les survivants, s'il y en a, ne seront pas capables de maintenir la complexe association de traits culturels dont les hommes modernes sont tellement fiers. Les sociétés post-effondrement devront vivre des vies plus simples, comme les chasseurs, les agriculteurs. Price ajoute que ce n'est pas seulement la civilisation qui sera entraînée par la spirale descendante de l'effondrement, mais qu'il est peu probable que l'espèce elle-même puisse persister longtemps sans l'énergie fossile. Est-ce qu'on est si peu résilient que ça à un monde sans pétrole? Oui, je crois quand même que
insister sur l'importance du pétrole, des énergies fossiles dans notre monde, on ne le fera jamais assez. Enfin, on sous-estime constamment, je crois, cette importance et ce que ça va induire que de devoir s'en passer de plus en plus. Maintenant, tout ce qui est prédiction d'avenir, c'est vrai que moi je ne m'aventurerai pas sur ce genre de terrain non plus. Je ne serai pas forcément aussi pessimiste que cela. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement de la décroissance, c'est vraiment, alors comme on le dit souvent, c'est pas un concept, c'est pas un programme, c'est d'abord un cri de ralliement, c'est un slogan qui dit attention, attention. Il est peut-être encore possible d'éviter des choses aussi horribles que celles qui sont décrites ici ou d'autres choses, mais c'est le sens même de ce mouvement. Alors, dans la catégorie moins pessimiste, Kunstler et Heinberg voient le pic du pétrole comme le signal de départ d'une crise prolongée, dont le trait le plus caractéristique sera une contraction chronique et généralisée. De leur point de vue, cette crise sera l'occasion d'un changement de direction vers le plus petit, le plus lent et le plus localisé, ainsi que d'un passage de la concurrence à la coopération, de la croissance illimitée à l'auto-limitation. Si l'humanité s'adaptait à un approvisionnement énergétique déclinant et développait des structures relocalisées d'organisation sociale, cette situation pourrait la conduire à une société moins peuplée et moins consommatrice d'énergie. Et c'est donc l'hypothèse d'une société qui s'adapterait à son corps défendant à la disparition de sa source principale d'énergie. Si on est là, Hervé et moi, si on travaille là-dessus, c'est qu'on entretient l'espoir qu'on puisse anticiper ça et qu'on n'ait pas à s'adapter de manière plus ou moins dramatique, catastrophique à ça. Maintenant, c'est vrai que tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on lit chaque jour sur ces questions-là, ça rend pessimiste. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout de cette logique et que ça va se terminer, ça risque de se terminer en catastrophe. Mais en même temps, on a encore cet espoir. C'est l'idée même de la décroissance soutenable. C'est possible, effectivement, que d'anticiper cette catastrophe en essayant de s'engager vers notamment donc plus de sobriété, mais aussi, alors c'est ce qu'ils indiquent ici, plus de partage, remplacer la place considérable qu'on donne à la concurrence dans notre civilisation par de la coopération, bien davantage de coopération, ça nous paraît être un point essentiel. Autre aspect essentiel de cette transition, essayer de revivifier, renouveler la démocratie. Bon, vous invitiez il y a quelque temps Hervé Kempf qui fait une critique de nos démocraties contemporaines. On est souvent assez d'accord avec cette idée qu'il est essentiel là de redonner bien davantage au peuple la parole. Alors on le voit aujourd'hui avec la gestion de nos ressources naturelles, la gestion de nos ressources énergétiques. On voit bien que cette parole, on l'a pas fondamentalement, et qu'il va falloir la prendre si on ne veut pas se faire passer un sapin, comme vous dites au Québec. Hervé Philippe, je vous sens volontaire pour un dernier mot. Oui, je voudrais ajouter en fait sur le problème de la dépendance au pétrole, insister sur le fait qu'il faudrait peut-être qu'on réanalyse mieux ce qui se passe depuis 5 ans. Parce que l'Agence internationale de l'énergie, qui n'est peu susceptible faire partie des décroissants, considère qu'on a passé le pic du pétrole aux alentours de 2006. Alors c'est le pétrole conventionnel, c'est pas toutes les formes de pétrole, mais c'est le pétrole conventionnel, ce qui représente quand même l'immense majorité du pétrole. Et le pic pétrolier, ça signifie que la production baisse depuis. La production baisse alors que la consommation augmente. Voilà, potentiellement augmente. Et qu'est-ce qui se passe depuis 2006 ? C'est une aggravation de la situation économique dans des proportions extrêmement importante. Et on voit bien que la tentative de reprise économique va systématiquement se retrouver bloquée par une augmentation du prix du pétrole. La crise de 2008 a suivi le premier pic du pétrole de prix du pétrole vers $150. Et là, ça fait depuis quelques mois que le pétrole est à plus de $100. Et l'économie américaine en particulier est en train de s'effondrer et va très probablement rentrer en récession. Donc, il faut absolument que les gens se rendent compte qu'on est déjà dans le début de la récession forcée due à la limitation d'accès au pétrole et aux autres sources énergétiques et de matières premières en général. Il faut bien faire attention qu'il n'y a pas que le pétrole. Il y a tous les métaux aussi pour lesquels on va passer au pic de production, on a déjà passé le pic de production. Donc, je veux dire, qu'on le veuille ou non, on va être obligé d'avoir des formes de récession. Et ce que propose la décroissance, c'est de dire, on ne veut pas subir ça. On veut choisir comment on va vivre complètement différemment, en ayant beaucoup moins de ressources. Et donc c'est là où la démocratie devient extrêmement importante, c'est qu'on a
effectivement plus le choix de continuer dans la même direction, mais on a par contre le choix des nouvelles directions et de comment on veut organiser ce changement de société. Très bien. Alors, pour en savoir plus sur les mauvaises nouvelles et quelques propositions pour ne pas subir le pire, je parlais avec Yves-Marie Abraham et Hervé Philippe, qui, avec leur collègue Louis Marion, ont publié ce livre collectif « Décroissance versus développement durable, débat pour la suite du monde à Éco-Société ». Et Yves-Marie, vous avez, pour clore notre conversation, une suggestion de chanson. Oui, qui s'imposait d'elle-même compte tenu du thème, donc de Boris Vian, La complainte du progrès. Ouais. Belle manière de critiquer et notre consumérisme et notre productivisme, qui est évidemment au cœur de nos critiques du côté de la décroissance. Alors, merci à tous les deux. Bon succès dans vos travaux. Tentez d'utiliser moins de 16 ordinateurs pour les vôtres, Hervé Philippe. Et on écoute, grâce à vous, La complainte du progrès de Boris Vian. Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir des émissions précédentes de Planète Terre, elles sont toutes disponibles sur le site cerium.ca. Vous trouverez sur le site également les annonces de nos activités publiques à venir. Vous y êtes conviés. Également, et en particulier, les écoles internationales d'été du Cerium qui se déroulent pendant les 2 premières semaines de juillet. Les thèmes cette année, la question de la Chine, le printemps arabe, la Scandinavie, le modèle scandinave, pourquoi est-il un succès, la biodiversité, les droits de l'homme sur Terre et gestion de crise. Vous trouverez tout ça sur le site. Je remercie l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Ognian Guerriev, Charlène Ricard et Félix Lajeunesse. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.